Alors bonjour, je vous pose une question. Comment fait-on pour mesurer à distance la vitesse d'un véhicule avec un radar? Donc on n'a même pas besoin d'un gallon à mesurer, même pas besoin d'un chronomètre. On a juste besoin d'envoyer une onde sur une automobile. Là, on va obtenir une réflexion. Et là, à partir de ça, on peut mesurer, on peut savoir, on peut calculer en fait la vitesse de l'automobile. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Euh, Tu sais, des fois, on peut se demander, ah, la matière du cours, ça sert à quoi concrètement? Ben, la matière qu'on va voir dans cette section-là, ça sert, par exemple, à faire des radars de vitesse. Euh, alors, vous souvenez-vous de l'effet Doppler sonore? On a vu ça au chapitre 1, j'imagine que vous en rappelez. Alors, cet effet, là, qui devant l'onde, on a des ondes plus courtes, derrière, on a des ondes plus longues, et l'émetteur est en mouvement, comme le klaxon dans la vidéo que je vous ai montré. Et là, donc, on a un son qui est plus aigu devant l'émetteur, un son qui est plus grave derrière l'émetteur, c'est le fameux facteur. L'effet Doppler sonore. Alors, attaquons maintenant l'effet Doppler lumineux. Alors, vous aurez deviné, c'est le même principe, mais plutôt que de travailler avec des ondes sonores, c'est avec des ondes lumineuses. Et l'effet Doppler sonore, si on se rappelle, en fait, ça devenait significatif quand on avait des vitesses qui étaient quand même euh, significatives. Si vous allez à 1 mètre par seconde, ben, vous ne verrez pas une différence. Il faut quand même à une vitesse significative. Avec l'effet Doppler lumineux, pour que ça se produise, il faut aller à des vitesses de l'ordre, tu sais, qui sont du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière. Donc, c'est des vitesses qui sont très, très rapides. Puis quand on parle d'objets qui vont à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, on parle de relativité. On n'a pas le choix. Dès qu'on entre dans des mouvements qui sont de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière, eh bien, on entre dans le domaine de la relativité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici un émetteur représenté par le petit hexagone orange. Il est en mouvement de rapprochement vers le récepteur ici, la dame. Et ici, on a l'émetteur qui va à une certaine vitesse V. Je dis la dame ou le monsieur, peu importe, là, le bonhomme finalement. Alors là, ici, c'est ce qu'on avait obtenu pour l'effet Doppler sonore. Là, dans le cas qu'on va commencer par analyser, on va analyser la situation où en fait, on va faire la démonstration dans la situation où l'émetteur se rapproche du récepteur, puis le récepteur est immobile. En fait, on n'aura pas besoin d'analyser la situation où le récepteur est en mouvement pour la simple et bonne raison que tout ce qui va compter dans ce cas-ci, c'est la vitesse relative entre E et R. La vitesse relative entre les deux. Donc, autrement dit, si l'émetteur va à 10 mètres par seconde, puis que le récepteur va à 2 mètres par seconde, ben, vous pouvez faire comme si, dans le fond, le récepteur est immobile à 0 mètres par seconde, puis que l'émetteur va à 12 mètres par seconde. Et remarquez une chose, on ne pouvait pas faire ça avec l'effet Doppler sonore. On ne pouvait pas faire ça avec l'effet Doppler sonore. Pourquoi on ne pouvait pas faire ça avec l'effet Doppler sonore? C'est parce que l'effet Doppler sonore, c'est le son. Et le son, ça se transporte par l'air. Fait que, dans le fond, de dire, quand on avait l'effet Doppler sonore, de dire, ah, ben, le récepteur qui va à 2 mètres par seconde, faisons comme s'il allait à 0 mètre par seconde. On ne pouvait pas faire ça avec l'effet Doppler sonore parce que aller à 2 mètres par seconde par rapport à l'air, c'est pas la même chose qu'aller à 0 mètre par seconde par rapport à l'air. Donc, il y a une différence fondamentale pour l'effet Doppler sonore entre cette situation-ci et cette situation-ci. Donc, on n'avait pas le choix. Dans l'effet Doppler sonore, il fallait considérer les vitesses de l'émetteur et du récepteur comme étant deux choses indépendantes. On ne peut pas juste trouver la vitesse totale de l'un par rapport à l'autre, ce qu'on appelle la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. On ne pouvait pas faire ça parce qu'il fallait considérer le mouvement de chacun des deux par rapport à l'air. Tandis que maintenant, la donne a changé parce que pour l'effet Doppler lumineux, on peut effectivement faire ça et on va le faire en fait. Donc, on va toujours seulement se fier à la vitesse relative des deux, peu importe si c'est quoi leur vitesse chacun des deux. Ce qui va nous importer, c'est la vitesse totale qu'un a par rapport à l'autre, ce qu'on appelle leur vitesse relative. Euh, Pourquoi maintenant on a le droit de le faire avec la vitesse?
pourquoi on a le droit de le faire avec l'effet Doppler lumineux, pardon, c'est parce que la vitesse de la lumière n'a pas de référentiel privilégié. Autrement dit, euh, la vitesse de la lumière n'est pas mesurée par rapport à l'air, comme c'était le cas avec l'effet Doppler sonore. La vitesse de la lumière, elle est mesurée égale, peu importe le référentiel inertiel dans lequel vous le mesurez. Donc, autrement dit, peu importe que votre récepteur il soit à 2 mètres par seconde ou qu'il soit à 0 mètres par seconde, il va voir la lumière arriver à la même vitesse. Et c'est ça qui fait en sorte que ça n'a aucune importance que autrement dit, que ça ne dérange pas de simplement travailler avec la vitesse relative entre les deux. Parce que de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, que vous considérez que lui se déplace à 2 mètres par seconde ou que lui se déplace à 0 mètre par seconde, mais il va quand même voir la vitesse arriver, il va quand même voir la lumière arriver à la même vitesse par rapport à lui. Donc, euh, donc ça n'a pas d'importance. Donc, on va travailler simplement avec la vitesse relative. Euh, donc, autrement dit, si on est dans cette situation-là ici, par exemple, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement considérer la deuxième, puis cette situation-là va être parfaitement équivalente. Fait qu'on va pouvoir oublier ceci. Donc, je reviens à... Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, nous autres, on va considérer le récepteur va être immobile, et on va considérer la vitesse de l'émetteur comme étant la V. Donc, V est la vitesse relative entre les deux. Donc là, si on revient à notre équation de l'effet Doppler sonore, on va pas l'acheter aux poubelles, en fait. On va s'en servir, même si c'est l'effet Doppler lumineux. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va considérer que le récepteur est immobile. Donc, autrement dit, ce facteur-là va s'enlever dans l'équation. À la place de la vitesse du son, ben, on va se ramener avec la vitesse de la lumière, C. Donc ici, la vitesse du son aussi devient C ici. Et la vitesse de l'émetteur, ben, ça devient simplement la vitesse relative entre les deux, V. F représente la fréquence propre, donc la fréquence qui est émise par l'émetteur selon l'émetteur. Donc l'émetteur, lui, émet une certaine fréquence de lumière et F, c'est la fréquence que lui pense qu'il envoie, autrement dit. Donc, si, admettons, l'émetteur, lui, il dit, ben, moi, j'envoie du vert, ou, admettons, moi, j'envoie du rouge à 650 nanomètres, ben, c'est ça, F. C'est la fréquence que lui émet dans son propre référentiel. Et F', ça va être la fréquence qui est perçue par l'émetteur. Donc, le récepteur, pardon. Donc, le récepteur, lui, il va entendre, plutôt, il va voir une certaine fréquence F'. Donc, c'est la fréquence qui va être perçue par le récepteur. C'est analogue à ce qu'on avait fait pour l'effet Doppler sonore. Donc, F', c'était la fréquence que le récepteur entendait. Alors là, ici, c'est la même chose. C'est la fréquence que le récepteur va voir. Maintenant, là, on va commencer par considérer la situation telle que représentée sur le dessin ici, où il y a un mouvement d'approche entre l'émetteur et le récepteur. Donc, vu qu'on a un mouvement d'approche, c'est comme dans l'effet Doppler sonore. Dans un mouvement d'approche, dans l'effet Doppler sonore, on avait un son plus aigu, vous vous rappelez? Donc, c'est... Donc, quand on approche, ça fait... Donc, on est dans le moment où la fréquence est plus aiguë, donc fréquence plus élevée. Donc, vu que la fréquence est plus élevée, on va aller chercher le signe moins au dénominateur, de façon à ce que le dénominateur soit le plus petit possible. Donc, un dénominateur plus petit veut dire une fréquence plus grande, une fraction plus grande, donc la fréquence F' va être plus grande. C'est comme donc le son plus aigu dans le cas de l'effet Doppler sonore, mais dans le cas ici, ça veut dire une fréquence qui va être plus élevée. Donc, autrement dit, une fréquence qui va être plus élevée veut dire une fréquence qui décale vers quelle couleur? Quelle couleur ont la fréquence la plus élevée? Je vous laisse y réfléchir. OK, et là, c'est ici que la relativité restreinte va entrer en ligne de compte, parce que j'ai souligné la phrase importante ici. Or, en raison de la dilatation du temps, le rythme d'écoulement du temps pour l'émetteur, d'après le référentiel du récepteur, est ralenti par un facteur gamma. Donc, autrement dit, l'émetteur, lui, dans son référentiel à lui, c'est comme si
Dans son référentiel à lui, son rythme d'écoulement du temps est normal. Mais le récepteur, lui, son interprétation de la dilatation du temps, c'est que l'émetteur, c'est comme si son temps était ralenti. Donc, la fréquence qu'il va émettre, F, bien, pour le récepteur, ça ne va pas être la fréquence F, ça va être la fréquence F, mais ralentie du facteur gamma. Donc, F divisé par gamma, ici. Donc, autrement dit, lui, son interprétation de ce qui se passe, c'est que le temps est comme ralenti dans le référentiel. C'est comme si le temps était ralenti dans le référentiel de l'émetteur. Donc, cette fréquence-là qu'il émet, elle est comme plus lente que ce qu'elle est en réalité pour le récepteur par un facteur gamma. Donc, on fait F divisé par gamma. Donc, autrement dit, plus que l'écoulement du temps est ralenti, ça donne une fréquence qui est plus petite. Donc, une fréquence qui est plus lente. Donc, on divise par le facteur gamma. Ensuite, on applique simplement le facteur 1 sur gamma qui est égal à ceci. Et là, on rentre ça ici dans l'équation, on fait de l'algèbre et finalement, on va obtenir la superbe équation. En fait, non. On arrive d'abord à ceci. Donc ça, c'est l'équation pour l'effet Doppler dans le cas où on a un mouvement d'approche entre un mouvement d'approche entre le récepteur et l'émetteur. Et à l'inverse, si on a un mouvement d'éloignement, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui change? On se rappelle ici, on avait choisi le signe moins à cause du mouvement d'approche. Mais là, si on a un mouvement d'éloignement, on choisit le signe plus. Et là, donc, ça va faire en sorte qu'on va obtenir, on fait la même démarche, on va obtenir ceci. Alors, si on met les deux équations en une, un peu comme on avait fait avec l'effet Doppler lumineux, donc si on met ces deux équations-là en une, on va obtenir celle-ci. Alors ça, c'est vraiment la belle équation qu'on va utiliser. Vous voyez, dans le fond, la seule différence, soit on met le plus au numérateur et le moins au dénominateur, ou soit on met le moins au numérateur et le plus au dénominateur. Donc, c'est très important. Autrement dit, c'est pour ça que si vous remarquez, au numérateur, on a mis plus, moins, puis au dénominateur, on a mis moins, plus. Vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi qu'on a fait ça? C'est parce que le plus ici peut seulement s'utiliser avec le moins qui est au dénominateur. Le plus au numérateur peut seulement s'utiliser avec le moins au dénominateur. Et inversement, euh, le moins au numérateur peut seulement s'utiliser avec le plus au dénominateur. Donc là, c'est pas comme l'effet Doppler où les deux signes, en fait, il y avait deux plus ou moins, puis les deux étaient comme indépendants l'un de l'autre. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. Donc, il y a seulement deux possibilités. Soit on utilise le plus en haut et le moins en bas, soit on utilise le moins en haut et le plus en bas. Donc, autrement dit, ça va être plus en haut, moins en bas quand on a un mouvement d'approche, et ça va être moins en haut, plus en bas quand on a un mouvement d'éloignement. Puis quand je parle d'un mouvement d'approche ou un mouvement d'éloignement, c'est au global. Comme je dis, c'est la vitesse relative entre les deux. Donc au total, est-ce qu'il s'approche ou au total, est-ce qu'il s'éloigne? Donc, si on réécrit ça ici, donc on a f' est égal à racine. Alors, racine de c plus ou moins v sur c moins ou plus v fois la fréquence propre f. Évidemment, faire attention, la fréquence f n'est pas dans la racine carrée. Et v, c'est la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur. Donc, le choix des signes, lorsque l'émetteur et le récepteur se rapprochent, à ce moment-là, on a une fréquence, c'est comme le son. Quand on a un mouvement d'approche, on a une fréquence, c'est comme le son, on se rappelle, c'était un son plus aigu, donc une fréquence plus élevée. Alors ici, c'est le même principe. Donc ici, le f' est plus grand quand on a un mouvement d'approche que la fréquence propre. Donc, on choisit le plus au numérateur et le moins au dénominateur. Et à l'inverse, lorsqu'il y a un mouvement d'éloignement, globalement, la fréquence observée f' est plus petite que f, donc moins au numérateur et on prend plus au dénominateur. Moins au numérateur et plus au dénominateur.
Et pour revenir à la question que je vous avais posée tout à l'heure, si on dit que la fréquence est plus grande, donc quand on a un mouvement d'approche, la fréquence observée va être plus grande que la fréquence propre. Ça veut dire la couleur va décaler vers quelle couleur? La couleur observée va décaler vers quelle couleur? Est-ce que ça va décaler vers le rouge ou vers le bleu? Ça va décaler vers quelle extrémité du spectre visible? Donc, autrement dit, quelle est la plus grande fréquence du spectre visible? C'est ça la question que vous devez vous poser d'abord. C'est quoi la plus grande fréquence du spectre visible? Donc, c'est genre de choses que vous devez vous souvenir par cœur. Donc, la plus grande fréquence du spectre visible, c'est le violet, n'est-ce pas? Donc, c'est les plus petites longueurs d'onde, le violet. C'est aussi les plus grandes fréquences, par le fait même. Et à l'inverse, le rouge, c'est la plus grande longueur d'onde, 700 nanomètres, mais par le fait même les plus petites fréquences. Donc, la plus grande fréquence, c'est le bleu, plus petite fréquence, le rouge. On se rappelle, n'est-ce pas, les plus grandes fréquences, c'est plus d'énergie, le violet, plus d'énergie que le rouge. Euh, donc, ceci veut dire que lorsqu'on a un mouvement d'approche, la fréquence perçue est plus grande. Une fréquence perçue plus grande, ça veut donc dire un décalage vers le violet. Donc, un décalage de la couleur perçue vers le violet. Mais bon, dans le jargon de la physique, on va souvent parler du décalage vers le bleu. Bien sûr, la plus grande fréquence, c'est le violet, mais bon, c'est quand même dans le jargon de la physique, on parle souvent de décalage vers le bleu. Donc, surprenez-vous pas, là. L'expression consacrée, c'est plus décalage vers le bleu. Mais bon, pour être encore plus précis, on peut dire décalage vers le violet. Et à l'inverse, lorsque l'émetteur et le récepteur s'éloignent, à ce moment-là, on va percevoir une fréquence plus faible, donc décalée vers le rouge. Donc, autrement dit, la couleur va être décalée. On ne verra pas la vraie couleur qui est émise, mais plutôt le récepteur va percevoir une couleur qui va être décalée par rapport à la vraie couleur. C'est comme si, mettons, euh, c'est comme si, mettons, vous avez un feu de circulation, puis là, le feu de circulation, mettons, c'était un feu rouge, ok? Euh, mais que là, à cause que vous avez une vitesse d'approche vers le feu de circulation, mais cette feu de circulation-là, théoriquement, pourrait vous apparaître vert. Parce que vous approchez de lui, donc autrement dit, on est dans cette situation-là ici. Donc on aurait une espèce de. On aurait une lumière qui est décalée vers le vert. C'est-à-dire le bleu ou vers le violet. Mais avant d'arriver au violet, on peut arriver au vert. Donc, ça serait possible théoriquement que un feu de circulation rouge, on le voit vert à cause qu'on a une vitesse qui est, vu qu'on se dirige vers la source, donc la lumière est décalée vers le bleu. Donc, mais pour ça, il faudrait aller à une vitesse absolument phénoménale, en fait. Donc, si vous dites ça à un policier, dites ah, ben, c'est parce que j'ai j'ai grillé le feu rouge parce que je l'ai vu vert à cause de l'effet Doppler lumineux. En fait, je vous suggère, ben évidemment, c'est jamais une bonne idée de griller un feu rouge, évidemment. Et en plus de ça, c'est que si vous faites ça, dans le fond, c'est que parce que si effectivement vous voyez un feu rouge vert, ça voudrait dire que vous iriez à des millions de kilomètres heure, à plusieurs millions de kilomètres heure. Donc, autrement dit, vous auriez un excès de vitesse absolument effarant. Donc c'est pas une bonne défense, là. Je vous suggère vraiment pas. Et évidemment, c'est toujours une très mauvaise idée d'écrire un feu rouge, de toute façon. Euh, alors, effet Doppler relativiste. Un astronaute se déplace à 0.6c par rapport à la Terre et l'astronaute émet un signal radio à la fréquence de 720 kHz. Donc ici, voyez-vous, on ne parle pas pour la lumière, ici c'est un signal radio, mais l'effet Doppler va quand même s'appliquer. Autrement dit, l'effet Doppler, c'est pour n'importe quelle onde électromagnétique.
À quelle fréquence un observateur terrestre captera-t-il ce signal si le vaisseau spatial A s'approche de la Terre et B s'éloigne de la Terre? On va faire le A ensemble. Je vais vous laisser faire le B ensuite. Donc, en fait, je vais vous laisser l'essayer par vous-même. Donc, simplement appliquer l'équation qu'on a vue à la diapo précédente de l'effet Doppler lumineux pour cette situation-là. Donc, je vous laisse l'essayer.